est-ce que vous êtes à peu près au clair sur les grands principes qui font qu'un sol va aller bien ou va aller mal? C'est ça qu'on a passé notre temps depuis hier. Ouais, ok, super. Eh bien, une de mes conclusions, c'est que l'arbre peut avoir un rôle à jouer là-dedans, et c'est maintenant à ça qu'on va s'intéresser. Qu'est-ce qui se passe du côté des arbres? Je vais vous inviter à faire mieux que moi. Est-ce que vous voudriez bien dessiner un arbre, s'il vous plaît? Une minute, hein, c'est pas un concours des beaux-arts, on repart de la base. Bon, allez, on a dit une minute. Allez, tout le monde monte son arbre. Allez, bon, montrez aux copains là. Quand, ouais. Bon, ça va, je vous ai honnêtement traumatisé. Tout le monde a dessiné des racines. Oh, quand même, ça, on bosse pas pour rien. Après, bon, Hugo, je suis désolé, mais tu me permets de prétendre que le cours d'hier a servi à quelque chose, parce que tu as dessiné un système racinaire où il y a une relative symétrie entre le haut et le bas. Déjà, voilà, on évite le grand classique hein, un arbre, c'est un poteau avec un truc au-dessus. C'est pas vrai, il y a forcément un truc en dessous. Bon, c'est déjà pas mal d'imaginer qu'il y a un truc en dessous. Le grand classique, c'est de dire c'est pareil dessous. En fait, on s'aperçoit que c'est plus compliqué. Si je schématise, hein, mais le schéma est là, un arbre, c'est un disque de grandes racines horizontales dans les 50 premiers centimètres de sol. Pourquoi est-ce qu'il met énormément de racines dans les 50 premiers centimètres de sol? C'est là qu'il y a le plus de matière organique, et donc c'est là que les microbes vont dégrader la matière organique et lui libérer tous les minéraux dont il a besoin, et c'est là où il y a le plus de champignons, puisque les champignons mangent de la matière organique. Ce cercle est plus large que sa hauteur, donc ça fait un sacré cercle, et bon, il peut y en avoir une autre, il y a quelques racines pivots subverticales dans les quelques mètres autour du tronc. Et quasiment, c'est un système à deux directions. Alors après, ça dépend des espèces, mais voilà, ça c'est le principe. Et par contre, on a dit c'est quoi l'échelle de profondeur ici? C'est pas beaucoup, voilà. Quelques mètres. Alors, allez, on va mettre 2 à 4 mètres, c'est le plus classique. C'est quoi l'intérêt d'avoir des racines qui descendent à 2 à 4 mètres? Là, c'est de l'eau. Ici, il n'y a à peu près rien en termes de matière organique. Mais par contre, on peut remonter de l'eau. Et les champignons qui s'associent à ça s'appelle l'assemblage mycorhize. Mycorhize, c'est plus pour le côté eau ou non, c'est plus pour le côté matière organique que eau? Non, c'est les deux. Les deux. Okay. Les mycorhizes permettent de fournir et des minéraux et de l'eau. Okay. À ce stade, je me suis permis une petite variation notable sur mon dessin. Alors je regarde les vôtres. Vous lui avez pas mis de pommes, vous? Non, c'est ça? Non, t'as mis des pommes, toi? Ouais. Ah ouais? Ouais, elles sont pas trop, elles sont bleues, mais... Ah non, mais c'est vachement important, ça. Parce que si tu as dessiné des pommes, ça veut dire que avant qu'il y ait des pommes, il y a eu quoi? Des fleurs. Donc vous avez dessiné non seulement un arbre, est-ce que vous savez quel arbre vous avez dessiné? Donc lui, il a dessiné un pommier. Les autres, vous avez une idée de ce que vous dessinez ou pas? Un chêne, un hêtre, un acacia. Vous avez le droit de ne pas savoir, hein? Non, tu ne sais pas? Et Diane? Non. Quel est le point commun entre le pommier, le chêne, le hêtre et l'acacia? Ce sont des feuillus, de fait. Et ils ont un autre point commun, qui, du point de vue botanique et de l'histoire du vivant, est hyper important. Comme tu le disais, hein, il y a un stade où ils vont nous faire une jolie fleur. Donc, tous les arbres dont on est en train de parler sont des plantes à fleurs. Autrement dit, c'est une invention de très haute technologie extrêmement récente. Ça existe depuis quand, les plantes à fleurs? 100 000 ans? Ah, alors, attendez, c'est du récent de géologue, hein, ou c'est du récent de biologiste de l'évolution. 200 millions d'années? 120 millions d'années. Il y a des fleurs depuis 120 millions d'années. Donc, les dinosaures ont pu admirer des pâquerettes. Alors, non, je ne suis pas des pâquerettes, je ne pense pas, mais il y a eu des fleurs, autant de dinosaures. Mais à l'échelle du vivant, ça ne fait pas si longtemps. Les plantes à fleurs, c'est le dernier stade d'une longue évolution. C'est qui les ancêtres des arbres? Il y a eu qui avant les arbres, et notamment avant les plantes à fleurs? Les
Eh bien alors ça, c'est assez drôle, mais non, justement. Les herbacées sont des descendants des arbres. En fait, la plupart des herbacées ont d'abord existé sous forme arborée et elles se sont ensuite miniaturisées pour devenir des petites plantes. Des mousses. Alors, effectivement, il y a la mousse, mais on est assez loin. Il y a du monde entre les deux. Et après, j'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas trop dessiner la mousse. Comment vous dessinez la mousse? On va faire ça. Comme une éponge. On va dire que ça, c'est une mousse, ok? Voilà, c'est une mousse. Super. Mais entre l'arbre et la mousse, il s'est passé pas mal de choses. C'est qui le premier ancêtre des arbres plantes à fleurs? Je sais pas. Alors, pareil, la fougère, elle y est. Ça mesure combien une fougère? On compte les racines ou on compte Non, la partie aérienne. Mais merci de la question. Alors, effectivement, hein, si vous allez voir les fougères. Alors, chez moi, on fait des cache-cache dans les fougères. Même les adultes, ils n'ont pas besoin de se baisser. Hein. Donc, voilà, on peut avoir des belles fougères aigles de 2 mètres. Mais, j'ai pas dit en régie centre. De manière générale, une fougère, ça mesure combien? Il n'est pas loin le jardin botanique, hein, allez voir. Il y en a qui font plus de 5 mètres de haut. Et je crois que les plus grandes fougères actuelles, elles doivent faire 10 à 15 mètres de haut. Mais si vous avez un peu de temps et que vous remontez au Carbonifère, ça mesurait combien une fougère? 15 mètres. Non, 40 mètres. Eh oui. Les fougères actuelles sont les descendants nanifiés des fougères arborescentes. Donc, il y a eu des fougères qui avaient plutôt une gueule comme ça. Comment Voilà. on sait Comment? Comment on sait Ben, il y a des fossiles. Donc voilà. Ça, il y a eu la fougère arborescente. C'est très schématique, hein, ma fougère arborescente, mais ça vous donne une petite idée. Donc, il y a très longtemps, il y a eu des fougères arborescentes. Et aujourd'hui, on peut avoir, en dessous de l'arbre, le descendant de la fougère qui nous fait sa jolie petite fronde. Voilà. Ça, c'est un des trucs intéressants, c'est de savoir que souvent, quand il y a une espèce qui perd le jeu de l'évolution, elle ne disparaît pas. Elle s'installe dans une autre niche écologique. Les fougères recouvraient le monde. Elles ont été supplantées par autre chose. Elles n'ont pas disparu, elles se sont nanifiées. Qu'est-ce qui a remplacé les fougères après qu'elles aient couvert le monde? Les lichens. Ah non, les lichens, ils étaient là avant. Les lichens, ils étaient là avant que les plantes s'établissent vraiment sur Terre. On en reparlera vendredi. Qui c'est qui a remplacé les fougères? C'est effectivement un arbre. C'est bientôt Noël, non? Les conifères. Les conifères ont été maîtres du monde aussi. Alors, je suis désolé, je vais faire un schéma, hein, mais voilà. Au moins, on se comprend. Voilà. Donc là, on discute de ce qui s'est passé depuis 420 millions d'années. Avant 420 millions d'années, donc là, c'est les Cooksonia. En gros, c'est quelque chose qui ressemble à une mousse. Alors, attention, je veux juste faire une précision. On a des végétaux actuels qui ressemblent aux différents stades de l'évolution des végétaux. Néanmoins, il ne faudrait pas faire l'erreur de penser qu'ils ont perduré de manière inchangée. Les mousses actuelles ne sont pas exactement les mêmes mousses que celles qu'il y avait il y a 420 millions d'années, mais elles nous aident à imaginer à quoi pouvaient ressembler les premières plantes. Néanmoins, ce n'est plus du tout les mêmes espèces, mais elles ont des points communs. Avant que les plantes sortent de l'eau, avant 420 millions d'années, les plantes, elles étaient où? Voilà. Il y avait la mer, et là, il y avait des algues. Des rouges, des jaunes, des vertes. C'est lesquelles qui sont sorties? C'est les vertes. C'est les charophytes qui sont sortis. Si tu prends une algue et que tu la poses par terre, qu'est-ce qui lui arrive? Elle meurt pour plein de raisons. Elle se dessèche. Qu'est-ce qu'il y a là d'autre comme problème? Pas de minéraux, mais ça va. Bah, elle s'effondre. Oui, alors elle n'a pas de racines pour absorber de l'eau, elle ne sait pas absorber de l'eau. Et tout simplement, déjà, elle s'effondre sous son propre poids. Quand tu es une algue, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà mis un masque, un tuba, tout vole. Et là, d'un coup, bah, il y a la pesanteur. Il n'y a plus rien pour porter ton poids. Donc, ça s'affaisse. Il y a quoi d'autre comme enjeu pour pouvoir sortir de l'eau?
Ouais, alors ça, Peut-être pas à cette époque. de fait, effectivement, la prédation n'est pas du même niveau, parce qu'en fait, il y a assez peu de gros herbivores marins. Les herbivores marins, c'est des petits animaux, alors qu'il y a des très gros herbivores, ils sont apparus après, sur la Terre. Donc les plantes, mais c'est pas au moment de la sortie des eaux, c'est arrivé plus tard. Donc, la mousse, qu'est-ce qu'elle a inventé? Je dis bien entre guillemets, puisqu'on a toujours envie de raconter l'histoire de l'évolution du vivant, comme si c'était un progrès, comme si c'était une innovation, comme si c'était une réponse à un problème technique. On est bien d'accord que ce n'est pas du tout ça le mécanisme. Alors, c'est quoi le mécanisme de base de l'évolution? La sélection naturelle. Ouais, et ça marche comment? Il y a des mutations et la plus favorable demeure La plus favorable à quoi? aux conditions extérieures. Donc, si je résume, la nature est en permanence en train d'essayer des millions de trucs, quasiment tout rate, et il reste ce qui est viable. C'est tout. Attention, parce que c'est pas du tout la même chose de dire... Parce qu'on a vite tendance à mettre justement une idée d'intention ou de destinée ou d'optimum. C'est aussi simple que ça. Ce qui n'est pas viable meurt, ce qui est viable vit. Bon, et ben, quand tu prends une algue et que tu la poses sur Terre, c'est pas viable. Donc pendant très longtemps, les algues, elles ont été que dans l'océan. Et à un moment, en fait, des plantes qui avaient l'habitude de vivre à faible profondeur ont connu de plus en plus d'épisodes d'assèchement des endroits où ils se trouvaient, et ces phénomènes d'assèchement ont sélectionné les plantes qui avaient le plus de capacité à survivre à l'assèchement. C'est comme ça qu'à un moment, on a créé les premières plantes terrestres, la fameuse Cooksonia dont on a le fossile il y a 420 millions d'années, et j'ai revérifié, notre premier fossile de mycorhize a aussi 420 millions d'années. Qu'est-ce qu'invente Cooksonia et globalement les mousses? C'est lié à quelque chose. Alors peut-être, mais c'est pas sur Cooksonia, je crois qu'on a la première mycorhize, mais très probablement c'est dans le même temps qu'il y a cette alliance avec les champignons. Et la capacité à vivre sur Terre, elle tient déjà à la capacité à rester dressée. Une mousse, elle est capable d'étaler ses feuilles dans l'air. C'est tout bête, hein, mais avoir des tissus de soutien et une certaine rigidité, c'est un progrès incroyable qui permet de sortir de l'eau. Qu'est-ce que n'a pas une mousse et que va inventer la fougère? Qui, de fait, la mousse, tu vois, elle fait quelques centimètres, et puis ça va faire 40 mètres. C'est quoi la grosse différence quand tu mets tes feuilles à 40 mètres? Comment? Alors déjà, effectivement, ce n'est pas les mêmes enjeux en termes de prédation, mais pour pouvoir mettre des feuilles à 40 mètres, il faut faire quoi? Il faut une solidité de l'ensemble. Un tronc. Alors oui, il faut un tronc, effectivement. Donc effectivement, on invente le tronc, mais il y a un autre petit problème. Je sais pas, vous avez eu beaucoup de lacs en pente, vous? De quoi? Les lacs en pente, vous connaissez? L'eau, elle monte toute seule. C'est spontané. Ah, il faut la sève. Hein, il faut qu'il y ait de l'eau qui monte à 40 mètres. Si ça fait 40 mètres, il faut monter de l'eau à 40 mètres. C'est pas un phénomène spontané hein, que l'eau monte de 40 mètres. Je sais pas, moi, de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a raconté sur l'entropie, ça a plutôt tendance à descendre, ce machin. Alors là, il faut la monter. Et donc, il y a un enjeu qui est majeur, c'est le transport de l'eau. C'est quoi la réponse végétale au transport de l'eau? La sève. La circulation de la sève. Circulation de la sève. Alors, en fait, si on fait un gros zoom sur la mousse, hein, on le verra jeudi, c'est la mousse. Elle boit par où, la mousse? Non, la mousse, elle n'a pas de racines. Elle boit par ses feuilles. La mousse, elle vit dans des endroits très humides parce qu'elle stocke des gouttes d'eau et elle boit par les feuilles. Ce qu'invente la fougère, c'est la capacité à absorber de l'eau par des racines, très probablement en lien avec des champignons, et la capacité à faire monter de l'eau dans des tuyaux. Alors attention, c'est du schéma, hein. Je vous montrerai des images réelles après, mais ça invente ce qu'on appelle les plantes vasculaires. Les plantes vasculaires, c'est la capacité à faire circuler de la sève dans des tuyaux. C'est aussi simple que ça. Mais ça permet de passer d'un truc qui fait 10 cm à un truc qui fait 40 mètres. Donc on a une avancée notable, dont héritent nos arbres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'invente le conifère qu'avait pas Les pommes de pin. Les fruits. Indeed. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe autour des pommes de pin? On parle bien de la reproduction. Ça se reproduit où et comment, une fougère?
Oui, et tout ça, ça se passe dans la flaque d'eau d'à côté. Eux, ils peuvent se reproduire que dans l'eau, ce qui est un témoignage direct du fait qu'on vient de l'eau. Eux, ils affranchissent leur sexualité de l'eau. Ça marche comment, la sexualité des conifères? Ils font tomber des grains que mangent les animaux. Ah non, ça, on n'a pas encore inventé la manipulation des animaux. Non, vous avez jamais vu un épicéa au printemps? Il y a une espèce de grand nuage jaune qui part. On invente le fait de confier les gamètes au vent et de féconder un arbre à distance avec le vent. Donc là, clairement, la sexualité s'affranchit de l'eau et au passage, on invente la graine. Avant, on était sur des spores et là, on passe à la graine. L'intérêt de la graine, c'est quoi le combo ultra gagnant de la graine? Tu dis? C'est résistant. Alors, un, ça tient longtemps. Ça peut vivre au ralenti pendant longtemps. Mais il y a deux trucs dans une graine et qui ont une puissance absolument incroyable. Il y a quoi dans une graine? Une coquille. Oui, ok, il y a une enveloppe. Mais il y a quoi dans l'enveloppe? l'ADN de l'arbre. Il y a toute l'information génétique. Donc, il y a toute la... qui est une création originale, hein, parce qu'on parle bien de sexualité, donc c'est un ADN unique, c'est un individu unique, donc il y a une information stratégique unique, très diversifiée. Un arbre, hein, ça produit combien de graines? C'est tout millions. Alors, sur sa vie, ça peut être des millions. Un chêne, typiquement, ça va être quelques milliers, la dizaine de milliers de glands. En tout cas, c'est des milliers. Et donc, à chaque fois que, si un chêne produit 10 000 glands, on est d'accord que c'est 10 000 individus différents. Aussi différents qu'on est tous différents dans cette pièce, ou enfin plutôt que des frères et sœurs pourraient être différents. Mais à l'échelle d'une forêt, on a une vaste diversité. Donc, il y a de l'information. Et c'est quoi l'autre truc qu'il y a dans une graine? Si vous pensez à un gland, c'est assez notable. Et il y a de... L'énergie. L'énergie. Le coup de génie de la graine, c'est je fabrique de l'information et je mets un gros stock d'énergie avec. Et là, ça devient hyper puissant. J'ai plus besoin de l'eau pour me reproduire et je passe à la graine. Et eux, ils inventent quoi? Ils inventent les fleurs. Et la fleur correspond au fruit. Il n'y a pas de fruit sans fleur. En biologie, c'est synonyme. S'il y a des choses qui ressemblent à des fruits, ça ne s'appelle pas des fruits s'il n'y a pas une fleur avant. C'est quoi la grande étape qu'on passe quand on passe aux plantes à fleurs? C'est le moment où les plantes se mettent à cultiver les animaux. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis les plantes cultivent les animaux? Les plantes peuvent augmenter leur diversité génétique en se mettant en relation grâce aux animaux. Qu'est-ce que tu appelles se mettre en relation? Elles nourrissent les animaux. Et donc les animaux transportent leur information. De fait. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les fleurs sont belles? C'est pour les attirer. Attirer les animaux. Ouais. C'est très clair. Hein. Si les fleurs sont belles, c'est qu'il y a un avantage sélectif à avoir de la couleur et de l'odeur. C'est quoi l'avantage sélectif à avoir de la couleur et de l'odeur? Ça tire les abeilles. Tu manipules les insectes. Jusque-là, on avait progressé, on avait confié les gamètes au vent, ça marche, et les plantes à fleurs inventent le fait de manipuler les insectes pour avoir une sexualité beaucoup plus spécifique. Parce que tu vois qu'entre envoyer du pollen dans le vent et se dire ça va bien le faire, on va avoir des milliers d'insectes qui sont en train de faire toutes les fleurs de tous les arbres du coin, la probabilité d'avoir ton pollen qui arrive au bon endroit augmente. Ce n'est pas la seule manipulation. Donc on fait une fleur, et la fleur après qu'est-ce qu'elle fait? Un fruit. Un fruit. Et le fruit, pourquoi les fruits sont gros, rouges et sucrés? Soit mangés par les animaux qui les rejettent Et voilà. plus loin. Notamment, vous avez entendu parler des pommiers du Kazakhstan? Au Kazakhstan, il y a des forêts de pommiers naturels. Ça mesure combien un pommier naturel, spontané? J'imagine beaucoup plus que notre Indeed. Une trentaine de mètres. Et il y a plein de pommes, il y en a qui ne sont pas bonnes,
Il y en a qui sont délicieuses, qui correspondent à nos pommes ultra sélectionnées, voilà, qui sont sucrées. Pourquoi il y a des pommes aussi sucrées dans la forêt du Kazakhstan? Parce que ça fait des milliers d'années qu'il y a des ours dans les forêts du Kazakhstan. Et les ours, ils aiment bien manger des pommes. Mais tant qu'à faire, ils choisissent les pommes les plus sucrées. Et donc, ils vont manger les pommes les plus sucrées, ils vont déplacer les pépins qui sont en train de passer dans leur tube digestif, et ils vont semer les pommiers dans un bon tas d'engrais un peu plus loin. Et donc, année après année, génération après génération, siècle après siècle, les ours ont sélectionné les pommes qui sont les plus grosses et les plus sucrées. Voilà, c'est un exemple de coévolution entre des animaux et des pommiers. Alors, est-ce que c'est les ours qui manipulent les pommiers ou est-ce que c'est les pommiers qui manipulent les ours? C'est insoluble. C'est ce qu'on appelle une coévolution. Et voilà. Quand je vous dis l'arbre à fleurs est une plante de très haute technologie, c'est notamment qu'ils ont inventé le fait de pouvoir se tenir droit, ce qui n'était déjà pas gagné, des tissus qui supportent, ils ont inventé les tuyaux. Alors, tout ça, ça s'est perfectionné hein, en cours de route. Ils ont affranchi leur sexualité de l'eau. Ils ont inventé le fait de combiner un stock d'informations qui peut attendre longtemps le bon moment avec une forte réserve d'énergie. Et ça, c'est une stratégie en soi qui est gigantesque. C'est-à-dire, je stocke de l'information, j'attends le moment opportun pour m'en servir, et j'ai mis une base d'énergie pour quand ça parte fort. Voilà, ça c'est le succès de la graine. Et ensuite, on est passé au fait que j'utilise des animaux pour la sexualité et pour disséminer mes graines. Vous avez peut-être posé la question, pourquoi un chêne fait des glands aussi gros que ça? Enfin, c'est énorme la dépense énergétique pour remplir tous ces grains de substances nutritives. Alors, de fait, ça correspond au fait qu'il y a beaucoup de sangliers. Mais ça, c'est plutôt un effet secondaire, parce que les sangliers, justement, ils bouffent les glands, et à ma connaissance, ils ne contribuent pas directement à agrandir la forêt. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles... une des raisons. En tout cas, c'est une des coïncidences qui fait sens avec le fait que les chênes ne font pas des glands tous les ans. Si tu fais 1000 glands tous les ans, et que tous les arbres font ça, tu as une population de sangliers qui se stabilise pour manger tous les glands de la forêt. Si tous les 3 ans, tu fais 10 000 glands, Là, il meurt. eh ben, dans les 2 années où il n'y avait rien à bouffer, les populations de sangliers ont bien baissé. Et de fait, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Hein. Et il y a des phénomènes qu'on n'a pas totalement fini d'élucider qui synchronisent les productions de glands. Donc, les forêts vont avoir des années de très fortes glandées et des années de faibles glandées, ce qui permet de survivre aux sangliers. Au passage, je ne sais pas si vous savez que glandeur, c'est un métier. C'est quoi un glandeur? Je connais quelqu'un qui a un certificat de glandeur. Oui, c'est des gens qui ramassent des glands. C'est d'ailleurs beaucoup de boulot de glander. Hein. C'est inattendu, mais ça existe. Donc, sur le sanglier, c'est plutôt un problème pour le chêne, mais est-ce que vous connaissez un oiseau qui s'appelle le geai? Oui. On l'appelle aussi le geai des chênes, pour la raison qu'il n'est présent que là où il y a des chênes. Il mange énormément de glands. Le geai, hein, c'est un cousin du corbeau. C'est pas du tout un écureuil. Hein. On parle toujours de l'écureuil qui oublie ses réserves. Le geai est un oiseau extrêmement intelligent. Il fait plein de réserves de glands. Quand tu es un geai, et que de fait tu es viable, tu fais des réserves de glands pour un hiver doux ou pour un hiver rude? Ben, il y a sans doute eu des geais qui faisaient des provisions pour un hiver doux. Et ceux-là n'ont plus de descendants depuis qu'il y a des hivers rudes. Donc les geais qui sont présents sont les geais qui font tous les ans des réserves pour un hiver rude. Parce qu'en fait, ni les geais ni les humains ne savent prévoir à l'avance si l'hiver va être rude ou doux. Donc ils font une réserve importante pour pouvoir traverser un hiver rude. Quand l'hiver est doux, qu'est-ce qui se passe? Ils ont trop de réserves. Ben ouais. Et elles sont où leurs réserves? Disséminées dans des trous alentours, parfois assez loin. Autrement dit, qu'est-ce que fait le geai des chênes? Il passe sa vie à semer la forêt. Et il accélère considérablement la vitesse de propagation d'une forêt de chênes. Donc quand je parle de manipulation des animaux, c'est effectivement une stratégie qui est majeure. C'est sans doute pas la seule chose, mais vous voyez la tête de l'Europe il y a 15 000 ans?
Pas trop. Vous avez la mémoire un peu courte. Non, ouais. Il y a 15 000 ans, on est à la fin du dernier maximum glaciaire. Et donc, il n'y a pas d'arbres en Europe. On est dans une steppe froide. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ça se réchauffe, le glacier fond. Et super, il fait chaud, il y a de la pluie. Qu'est-ce qui se passe? Les glands gelés Les arbres s'installent. On a fait des modèles. Il n'y a pas moyen d'expliquer la vitesse à laquelle les chênes ont conquis l'Europe. Parce que le mécanisme de base, c'est il y a un gland qui germe, il pousse, il faut atteindre la maturité sexuelle. C'est combien de temps la maturité sexuelle pour un chêne? Le début de la puberté, les premiers émois. 20 ans. Ah, c'est un chêne, hein. Non, 40. 70. 60-80 ans. Donc là, ça commence, quoi. 60-80 ans, les premiers glands, les glands tombent, et quand tu as du bol, c'est un peu en pente, le gland peut rouler sur quelques dizaines de mètres, et là, on est reparti pour 80 ans. Bah, si tu fais les calculs à 20 mètres tous les 80 ans, tu ne peux pas expliquer la vitesse où le chêne a conquis l'Europe. En 2000 ans, les chênes ont recouvert l'Europe. On est sûr que les glands ont été déplacés. Après, il y a un vaste débat entre la part du jet, la part des écureuils, et la part d'un autre drôle de bestiaux qu'on appelait Homo sapiens. Voilà. Il est très probable qu'ils avaient déjà appris qu'on peut tout à fait manger des glands si on enlève le tanin en les mettant dans la rivière. Mais ça, c'est pas complètement simple. Ce qui est sûr, c'est que les plantes utilisent les animaux, et de fait, les animaux utilisent les plantes. Donc le mot utilisé est sans doute pas bien choisi, c'est toujours une image, mais il y a des gens qui soutiennent, de manière un peu ironique, que c'est le blé qui cultive les humains. Le blé actuel ne pourrait pas survivre sans les humains. Et donc, ils nous utilisent pour survivre. C'est un peu bizarre de le penser comme ça, mais de fait, c'est juste une manière d'envisager autrement les choses et de se rendre compte qu'on est dans des relations d'interdépendance et de coévolution. Les espèces animales et végétales se modifient les unes les autres et évoluent ensemble. Donc, quand je vous dis l'arbre est un espèce de miracle, c'est ça notamment du point de vue biologique. C'est quoi le point commun du platane, du marronnier et du ginkgo par opposition au tilleul? Ce tilleul est à ma connaissance la seule plante ici qui n'est pas une plante exotique. Toutes les autres plantes autour, c'est le truc qu'on a ramené de loin. Ça vient d'où les platanes? Il y a des platanes américains, les platanes européens viennent de Turquie, globalement. Et après, il y a des hybrides des deux, et c'est sûrement des hybrides des deux. Il n'y a absolument pas de platanes en France. Il y a pas mal de siècles. Au moment qu'on met des platanes en arbre d'aliment, mais c'est un arbre qu'on a importé. Le marronnier, c'est aussi un américain, et le ginkgo, qui vient plutôt d'Asie, et il a été déplacé. Tous ces arbres-là sont déplacés. Donc c'est mes deux premiers constats. Dans les villes, les humains installent en ligne des arbres qui viennent de très loin. Ça se perd en permanence. Vous vous souvenez, pourquoi est-ce que ça se perd en permanence? Parce que ça a été fabriqué à un moment où l'arbre était plus petit. Et c'est en train de grossir de l'intérieur, donc forcément ça casse. Et après, vous voyez qu'il y a plusieurs. Ça, c'est un autre truc, c'est quand tu soulèves un bout de bois, il y a du monde dessus. Je vais arrêter d'arracher les écorces. Donc il y a plusieurs stratégies pour l'écorce. Lui, il se renouvelle par plaque. C'est quoi ça? Tout petit, des arbustes. Ça a une tête d'arbuste, on est d'accord. Vous ne connaissez pas cette essence-là? Très exactement. C'est ça qui est les moyens mnémotriques. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. C'est cette forme, voilà. Le être n'a pas de dents et il y a une dentition sur une feuille lisse sur le charme. Ça mesure combien un charme? 20 mètres. Ouais, 25 à 30 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu de charme. C'est des charmes qu'on va tailler tous les ans. C'est un espèce de bonsaï. Et en fait, c'est avec le tilleul le seul arbre forestier qu'on utilise en ornement. En dehors de ça, tous les arbres ornementaux sont des espèces exotiques. Un, parce qu'ils sont petits, ils ont été plantés il n'y a pas longtemps.
2 parce qu'on aura plus de base tous les ans. Mais potentiellement, ils peuvent devenir rester petits en hauteur, mais très grands. On trouve, si vous allez voir un jambibracte, on a des charmes qui sont taillés et qui ont des diamètres comme ça. Hein. Et après, si on arrête de les tailler, ils vont monter, quoi. C'est juste pour vous dire que il faut bien se rendre compte qu'entre la forme qu'a un arbre et son potentiel, il peut y avoir un monde très très différent. Et qu'on a une relation très très spéciale aux arbres spontanés, aux arbres naturels. Vous avez vu, les deux, on intègre dans nos jardins, le tilleul et le charme, et en dehors de ça, tout le bouquet, c'est que des espèces importantes. Mais comment tu peux faire une séparation complète et totale entre la noblesse et le tiers état? On en a plein. Ça. Moi, je vous parle des arbres. Une théorie qui est disponible mais qui explique tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les nobles ont inventé des jardins qui demandent énormément de travail, qui ne produisent rien et qui sont basés sur des plantes qui viennent de très loin. Comme ça, on ne peut pas les confondre avec des paysans. Parce que les plantes qui ont des formes spontanées, qui produisent beaucoup, c'est la roture. Or, enfin, il faut voir un truc où l'époque a changé. Aujourd'hui, si tu veux être plus au sérieux, tu dis je suis débordé, je bosse tout le temps, je bosse 12 heures par jour, je suis à 70 heures semaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de la royauté, travailler, c'est des choix. C'est le tiers état. La noblesse a interdiction de travailler. Si tu travailles, tu n'es plus noble. Donc il faut bien clarifier que, ok, on fait du jardin, mais tu ne fais pas du jardin pour se nourrir, ça c'est le boulot du tiers état. On peut discuter cette théorie-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin d'amener des exotiques et de se distinguer très nettement de la végétation spontanée. Ce qui est sûr, c'est que tout ça a été créé avant la Révolution. Ce qui est un peu ironique, c'est qu'on a supprimé la tripartition française, la partition en trois classes, mais qui n'était pas uniquement chez nous, dans différentes civilisations. On a supprimé la royauté, mais on a mis son symbole dans à peu près tous les jardins d'agrément. Parce que, je viens de vous raconter, vous allez dans n'importe quel pavillon de banlieue, vous allez trouver des plantes exotiques taillées au carré. Et cette symbolique-là, c'est quelque chose qu'on a inventé pour se distinguer des gens qui le nourrissent. On a dit ce matin que voilà, nos céréales dérivaient des herbes sauvages. Remarquez, moi, ça, je vous raconte ça jeudi, ça va pendant un petit moment. Et je vais tout de suite à la conclusion. Un des projets de permaculturel, c'est de remettre l'arbre au centre du système nourricier et productif. Et donc, basé sur des arbres naturels dans la zone de l'exploitation, des arbres spontanés, et de fusionner la notion d'esthétique et de production. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire à Paris si on appliquait ce projet-là? Au lieu d'avoir des arbres des communautés endogènes, des arbres Est-ce que ce serait possible, par exemple, d'avoir des châtaigniers et des noyers à la place des marronniers? Ouais, regardez. Et globalement, quand on voit la diversité des fruitiers qu'on a, plein de choses peuvent se faire. D'ailleurs, si vous allez voir dans le jardin Catherine Labouret, on sait mettre des arbres nourriciers dans le jardin. Qu'est-ce qui ne aura pas échappé à créer un certain nombre d'arbres à Paris, je ne vais pas compter, mais il y en a quand même un sacré paquet. En permanence, on est en train d'en planter. On paye le service municipal pour ça. D'ailleurs, voilà, et tout ça est strictement improductif. Ça coûterait combien à la collectivité de dire à partir d'aujourd'hui, chaque arbre qu'on va planter est un arbre nourricier, soit un fruit à côte, soit un fruitier. Ça coûterait zéro. Zéro, c'est juste, on change, au lieu de mettre un marronnier, on met un châtaignier. Je ne parle pas d'arracher des arbres existants, je parle du moment où on change des arbres, de dire on adopte une dynamique nourricière. Le coût est strictement nul. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'en fait, vous voyez que
pour un coût absolument nul, on pourrait avoir une abondance de nourriture gratuite et saine partout. Et on pourrait avoir cette sensation que je vous invite à avoir un jour, qui est ce truc de, en fait, la nature te donne ce dont tu as besoin un peu partout et tu n'es pas obligé de la déblayer partout. En fait, ça se trouve, si vous prenez ces arbres-là, ils le sont vrais. C'est-à-dire que, parfois, il y a quand même pas mal d'arbres. Et donc, dans tout Paris, il y a pas mal d'arbres. Et si une bonne partie des arbres de Paris étaient des arbres nourriciers, les quantités sont notables. À partir du moment où tu mets 11 millions de personnes au même endroit, tout est petit devant 11 millions de personnes. Il n'y a aucun projet d'autonomie alimentaire de la région parisienne au sens strict, ça c'est pas possible. Par contre, dans la relation au paysage et à l'arbre, il y a cette question de pourquoi j'ai besoin de l'arbre, parce que partout il y a des humains, on met des arbres, on n'est pas bien s'il n'y a pas d'arbre, et pourquoi j'ai besoin que cet arbre soit un productif. Parce que c'est clairement un choix stratégique qui a été fait, et ça fait très longtemps qu'il y a plein de gens qui réclament le remplacement par des arbres fruitiers. Et je vous invite, le jardin Catherine Labouré, il n'est pas loin d'ici. C'est le seul jardin public où il y a un potager et des arbres fruitiers, et où le public a accès à la récolte. Et c'est resté une exception. Quelques images pas inintéressantes sur les arbres. Bon, bah déjà, voilà, moi je dessine mal, mais il y a des gens qui dessinent bien. Et donc, ça, c'est les synthèses qui sont dans le bouquin de Dreynoux sur les racines, qui est, à ma connaissance, la synthèse la plus nourrie, qui est recommandée par Francis Allais. Donc, on trouve bien ces racines sub-horizontales et avec un certain nombre de pivots autour du tronc, avec l'idée qu'il y a une variabilité en fonction des espèces. Et le hêtre est un des cas un peu particuliers où on a d'autres qui font d'autres choses. Au passage, on a peu de photos de racines, mais cette photo-là nous montre que ce truc-là n'est pas juste un fantasme. Voilà, ça c'est un frêne, c'est quand même hyper notable. Tu as un disque. Donc, vous avez compris où il est ce frêne et ce qui s'est passé ou pas? Parce que je fais comme si c'était une évidence. Au bord d'une rivière, et la rivière. Donc c'est un frêne qui est au bord d'une rivière, qui était visiblement sur une berge ou sur une île, et il y a eu remobilisation du sable. Le niveau a bossé d'1,50 m. Donc il a poussé à cette hauteur-là, on a enlevé 1,50 m de sable. C'est un cas assez rare qui permet d'avoir une vision du système racinaire. Et donc on voit très bien qu'il s'est construit un disque horizontal avec quelques pivots verticaux. Donc voilà. Simplement, je vous invite à avoir l'œil à chaque fois que vous voyez des racines. Simplement, attention, quasiment à chaque fois qu'on voit un arbre déraciné, qu'est-ce qui s'est passé? Les racines cassent là et là. Donc quand vous voyez une souche, en fait, c'est extrêmement difficile de se faire une idée de la forme du système racinaire, parce que le maximum de contraintes, il est à la jonction tronc-racine, et c'est quasiment toujours là que ça casse. Donc ça vaut le coup de regarder partout où vous voyez des racines, mais néanmoins, ce type d'observation n'est pas fréquente. Cette fois, je vais arrêter d'insister, on a bien compris, mais voilà. Juste celle-là, je la remonte parce que je la trouve totalement fascinante. C'est une image d'arbre qu'on n'a pas toujours. Ça, c'est un dessin d'un arbre. Et c'est magnifique. Même si, en fait, il faudrait qu'on dessine toutes les mycorhizes qui sont liées au truc. Alors là, on n'aurait plus la place parce qu'il y en aurait partout et ce serait beaucoup trop fin. Et donc ça reste une simplification grossière de ce que c'est qu'un système racinaire d'arbre. Je voulais vous rappeler qu'un arbre, potentiellement, c'est grand. Donc là, on est sur les records du monde, qui sont au-dessus de la centaine de mètres. En France métropolitaine, un grand arbre, ça fait combien? 60 mètres. On ne connaît pas de 60 mètres. Sur les édifications. Ouais, 30-40 mètres, c'est déjà un beau record. Mais à l'échelle mondiale, on a pas mal d'arbres qui montent à plus de 100 mètres de haut. Et ça, c'est quand même pas rien. C'est quoi le gros problème d'avoir des arbres de 100 mètres de haut? C'est dur de faire monter l'eau. Ouais. Monter de l'eau de 100 mètres, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien. Je m'en souviens assez bien parce que c'était le problème de l'X l'année de mon concours. Comment les arbres font, et donc c'était le problème, on se prend tous les trucs, donc on a fait les calculs. C'est quoi les hypothèses pour faire monter de l'eau à 100 mètres de haut quand on est un arbre? À votre avis, comment un arbre peut faire pour faire monter de l'eau à 100 mètres de haut? Tout ça l'idée, attendez, on bosse depuis hier. Il se passe quoi autour des racines?
pas que de l'eau, ils prennent aussi du sucre et des minéraux. Donc si on a un milieu qui est modifié, d'un côté il y a la solution du sol, de l'autre côté il y a des racines. S'il y a une différence de concentration minérale, il y a une pression osmotique. Quoi? Quoi? Pression osmotique? Ouais. Si tu as une membrane perméable, et toutes les membranes vivantes sont perméables, notamment les membranes des champignons et des racines, et qu'elles sont plus concentrées en minéraux à l'intérieur des racines, parce que voilà, et les champignons et les racines concentrent les minéraux, vous voyez bien, si tu as un... C'est juste le mot que j'avais jamais entendu. Voilà. Eh ben, osmotique, l'osmose. Voilà. Donc, si tu as un côté où il y a plus de minéraux que l'autre, tu as une pression osmotique. Est-ce que la pression osmotique peut faire monter de la sève dans un végétal? Oui. À 100 mètres? Non. Voilà. J'ai plus le chiffre en tête, mais ce qui est sûr, c'est que la pression osmotique, ça marche. Il y a un effet de pompe, mais absolument pas pour monter à 100 mètres. Qu'est-ce qui fait monter la... Comment? La capillarité. C'est-à-dire? Avec des... Enfin, si les veines, enfin, les veines sont assez petites, l'eau, elle va monter. On est en train de nous dire que dans un petit tuyau, vu que l'eau est polaire, on va avoir un ménisque qui, par des interactions essentiellement de type Van der Waals, vont exercer une traction vers le haut, hein, c'est ça? Ok. Bah, du coup, on est d'accord que là, on est à pression atmosphérique. C'est combien la pression atmosphérique? Ouais, oh oui, vous êtes meilleur que moi. Oui, moi, je vais dire 1 bar. Hein. On ne va pas trop se compliquer la vie. Voilà. Donc, si tu descends 10 mètres plus bas, c'est là, il y a 10 mètres. Ouais, ça va. Ici, la pression, c'est 0. Qu'est-ce qui se passe si tu mets de la pression à 0, si tu mets de l'eau à 0 bar à température ambiante? Vous avez jamais essayé ça? Voilà. Ça, c'est un des trucs qui est important, c'est qu'il faut savoir que ce que racontent les films, c'est pas vrai. Quand il y a quelqu'un qui est dans l'espace, qui est cosmonaute, et que le méchant lui arrache son casque, souvent, il se retrouve tout gelé, parce que ça fait joli. Mais c'est pas vrai. Si vous vous baladez dans l'espace et qu'on vous arrache votre casque, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez à bouillir. Et c'est super dégueulasse, parce que ça gonfle de partout. Donc on ne le montre pas dans les films. Mais si tu mets de l'eau à température ambiante à pression 0, l'eau elle bout. Voilà. Vous prenez un diagramme de phase, c'est pas possible de mettre de l'eau à 10-20 degrés à une pression de 0. Elle se transforme en vapeur avant ça. Donc, là c'est pas possible. Ici on a des bulles. Je sais pas compris pourquoi on était à 0. Bah, si, alors, tu me parles en haut de l'arbre. Tu es en train de me dire que on a des canaux qui sont suffisamment petits pour faire monter la sève. Je prends ton hypothèse au sérieux. Je me dis, ok, il y a un canal qui monte la sève à 100 mètres de hauteur. Donc là, je suis à 100 mètres. J'ai un ménisque qui est en train de tirer super fort, parce que visiblement, j'ai un canal qui est tout petit. Donc ici, si je suis à pression atmosphérique, 10 mètres plus bas, je suis à pression 0. Je suis à 2 pressions atmosphériques. Pourquoi? Ah non. T'es en traction, là. T'as une contrainte de traction. C'est la sève. En dessous du ménisque, c'est de la sève. Oui. Ouais, Eh ben, la pression, elle est- On est d'accord que pour faire monter, là, la contrainte entre ce compartiment-là et ce compartiment-là, c'est une force de traction. Est-ce que c'est possible que l'eau exerce une force de traction? Eh bien si. En fait, c'est pour ça que c'était un problème de l'X, c'est que c'est un truc qui est assez bizarre, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui est censé se passer, mais ça ne se passe pas. L'eau devrait se vaporiser, c'est le phénomène de cavitation, ça n'arrive pas. Ça s'appelle comment déjà quand on a un fluide, une matière qui ne suit pas les lois de la thermodynamique? L'eau, la sève est dans un état métastable. Dans les canaux, l'eau est dans un état métastable et on a une colonne d'eau en traction. Comment une colonne d'eau peut tirer de l'eau? C'est les interactions de Van der Waals. Et en fait, si vous calculez ça, une colonne d'eau en traction, en supposant
qu'il n'y a pas de cavitation, ce qui est une supposition forte, et plus solide qu'une barre de fer. La solidité, la force de traction des interactions de Van der Waals est absolument colossale. Aujourd'hui, on pense que c'est ça qui se passe dans les arbres. Ouais. Ah, des applications, ça genre biomimétisme. Ouais. Ben, j'aimerais bien. C'est que la question, c'est... aujourd'hui, on pense que c'est ça qui se passe dans les arbres parce que on mesure notamment le fait que le diamètre des arbres diminue un peu le jour par rapport à la nuit. Donc ça vient corroborer cette hypothèse de pression négative. Le truc, c'est comment les arbres font pour éviter le phénomène de cavitation. On n'en a pas la moindre idée. Donc ça aurait peut-être des hypothèses si on savait faire, mais les arbres font un truc qu'on ne sait absolument pas expliquer. C'est... Alors en fait, le ménisque, il est où là? Il est au sein d'une feuille. Ce qui se passe dans un arbre, c'est que ce sont... je ne vais pas réussir à la dessiner proprement. Hop. Voilà. On a une feuille d'arbre. Et dans la feuille d'arbre, il y a un stomate qui est ouvert. Je vais dessiner un peu mieux. Stomate ouvert. Voilà. Et il y a un canal vasculaire qui arrive en face du stomate. Et il y a un tout petit ménisque. Et c'est l'évaporation. Par ici, on a en permanence de l'eau qui s'évapore sous forme gazeuse, vapeur, qui fait que, du coup, on met toute la colonne d'eau en traction. C'est un miracle physique. Aucun humain sait faire ça, et on n'arrive pas bien à expliquer comment les arbres font. Il reste que c'est difficile, et des fois ça rate. Qu'est-ce qui se passe quand ça rate? Quand ça rate, tu as une petite bulle de vapeur d'eau qui se fabrique ici, tu as toute la colonne qui pète, et à partir de là, embolie gazeuse, tout le canal est rempli d'air. Et ça, c'est un des gros problèmes des grands arbres. Et il y a un article de Nature de 2013, je crois 2014, qui est une méta-étude d'une centaine d'études, qui nous explique que la plupart des arbres du monde sont en risque d'embolie gazeuse. Parce qu'en fait, ils se sont tous mis pas trop loin de la limite. Donc, il faut qu'ils tirent fort sur une colonne d'eau. Et le fait qu'on a des sécheresses de plus en plus prononcées font que le nombre d'arbres qui souffrent d'embolie gazeuse est colossal. C'est lié au fait qu'ils arrivent à maintenir un état métastable dans certaines limites. Et je vous dis, on n'a pas d'explication claire de comment les arbres arrivent à maintenir l'eau dans un état métastable et à mettre une colonne d'eau en fraction. C'est quoi les symptômes d'une embolie gazeuse pour un arbre? Ben, à ton avis? Donc il y a des espèces de canaux dans l'arbre qui se remplissent d'air. C'est ça. Là, on a tout un tronc là, qui était censé monter de la sève, et il ne peut plus monter de sève. Donc il y a des morceaux de l'arbre qui meurent, voire il y a tout l'arbre qui meurt. Après, selon les espèces, il y a des espèces qui sont capables de réamorcer les canaux, et d'autres qui ne sont pas capables de réamorcer les canaux. Ouais. La capillarité, c'est un phénomène qui ne fonctionne pas que dans les arbres. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a la capillarité, il y a état métastable? Ah non, non. Le plus souvent, la capillarité, elle joue dans n'importe quel petit tuyau, mais on ne s'approche pas du tout de la notion de pression négative. C'est très particulier de mettre une colonne d'eau en état métastable, c'est rare. C'est parce que là, c'est une très longue colonne d'eau, c'est ça? Non, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens qui savent, moi je ne sais pas, et à ma connaissance, personne ne sait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans la capillarité traditionnelle conventionnelle, il n'y a pas ce problème de pression nulle? Parce qu'on fait de la capillarité sur quelques centimètres en fait. Hein. Tu vois, tu montes de l'eau sur quelques centimètres, mais tu prends un capillaire fin, ça ne monte pas, même pas à 10 mètres, même pas à 5 mètres. Hein. La capillarité, ça ne monte pas très haut. J'ai pas compris en fait comment vous avez trouvé le gradient de pression. Pourquoi on dit, enfin, c'est 10 mètres? Ouais. On est d'accord que dans l'eau, tous les 10 mètres, tu perds un bar. C'est quoi? C'est rho AG, non? Rho GH. Voilà. Donc, à partir de là, dans une colonne d'eau, dès que tu descends le poids de l'eau, c'est un bar. Donc, c'est-à-dire qu'on peut mettre une pression de 2 bars à 10 mètres. Si l'eau était en pression sur le fond, il faut bien comprendre que cette colonne est en traction. C'est ça l'idée qui est clé. Donc, il faut supporter le poids de 10 mètres d'eau. Le poids de 10 mètres d'eau, c'est un bar.
Donc ici, on arrive à 0. Bon, ça ne vous plaît pas, cette démonstration. Alors, on va faire un truc simple. Je vous l'efface parce qu'on pourrait y passer longtemps. De fait, c'était un problème de 4 heures. Et je vous redis les choses qu'on sait. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas les racines qui poussent la sève. Parce que si on refait un truc simple, si on prend l'hypothèse en fait, que je n'ai pas discuté avec vous au départ, si on dit qu'il y a un arbre de 100 mètres de haut et qu'il y a une espèce de pompe ici qui pousse l'eau, la pression ici, c'est combien? C'est 10 bars. On ne sait pas faire 10 bars de pression. Donc ça, c'est une des hypothèses qu'on élimine. Il n'y a aucun mécanisme qui fabrique 10 bars de pression au pied des racines. Ce qu'on sait, c'est que la colonne d'eau n'est pas poussée depuis la base, elle est tirée depuis le sommet. C'est l'évaporation en haut de la colonne qui fait monter l'ensemble de la colonne de sève. Donc du point de vue physique, ce qui se passe est tout à fait particulier. On n'a ni la pression ni la solidité pour porter 10 bars en bas, donc je clarifie, hein, il n'y a pas 10 bars de pression en bas des grands arbres. Et pourtant, il y a de l'eau qui monte de 100 mètres de haut, ce qui est un semi-prodige. Sur un arbre normal, c'est la racine qui pousse. Sur toutes les plantes, il y a un peu de poussée racinaire et beaucoup de traction foliaire. Sur une herbacée, la poussée racinaire est largement suffisante. Sur tous les arbres, la traction foliaire est un enjeu important. Donc, si on résume, et si on sort de nos enjeux de métastable, ce n'est pas les racines qui poussent l'eau, c'est les feuilles qui tirent. C'est comme ça que l'eau monte. Le message clé vous va? Je vous redis, il y a là-dedans un espèce de mystère. Voilà. C'est l'intérêt du biomimétisme, c'est quand on regarde vraiment ce que fait la nature, on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs qu'on ne sait pas faire. Pourquoi je vous montre la photo du clone de l'Utah? Il y a un arbre plus grand que les autres. Non, c'est vraiment le paysage. En fait, vous voyez une forêt jusque-là, on est d'accord, non? Il y a combien d'arbres, là? Il y a combien d'arbres sur cette photo? Plusieurs milliers. Alors, ça, c'est une hypothèse. Ah, c'est un seul ADN. Et voilà, c'est l'autre hypothèse. Je vous ai dit hier que le plus grand organisme vivant était un champignon. On avait un armillaire, un champion en Oregon. Ça, c'est vrai si on élimine le clone de l'Utah. Le clone de l'Utah, c'est quoi? C'est un arbre qui a poussé, et puis il a rejeté. C'est quoi un arbre qui rejette? Ouais. À partir des racines, il y a un autre tronc qui se forme. Voilà, c'est un phénomène très classique. Les peupliers font ça un peu tout le temps. Si vous allez voir le premier acacia de France qui est actuellement au Muséum d'histoire naturelle, sur les racines, hop, il y a une autre plante qui se remet à pousser, puis ça va faire un autre arbre. Sauf que si le phénomène de rejet arrive plusieurs fois et que cela devienne très grand et qu'ils se remettent à faire la même chose, ben on peut avoir du rejet, de rejet, de rejet, de rejet, de rejet, de rejet. C'est ce qui s'est passé sur le clone de l'Utah. Et donc la question du clone de l'Utah, c'est est-ce que l'ensemble de cette forêt, c'est des milliers d'individus ou un individu? Ça pose une des questions problématiques, c'est la définition de l'individu en biologie végétale. D'un côté, on peut argumenter le fait que tout ça est un seul être, parce qu'il y a une homogénéité génétique, de fait. Il doit avoir pas loin de 10 000 ans, je crois, le clone de l'Utah, je ne vais pas dire de bêtises, donc ça fait un bon moment que ça rejette. Donc on peut tout à fait dire que c'est un seul individu. À l'inverse, il y a des gens qui vous disent, au sein d'un arbre, en fait, chaque bourgeon a des petites variations génétiques. Donc il y a des gens qui vont défendre le fait qu'un arbre est un être coloniaire, comme un corail est une colonie de polypes, et qui disent en fait un arbre, c'est des milliers de bourgeons qui vivent en colonie en mutualisant les ressources racinaires. La notion de l'individu est extrêmement mal définie dans le monde végétal. Juste pour vous en convaincre, ça marche comment des arbres fruitiers? On a sélectionné une bonne pomme, une super golden. Bon, on ne va peut-être pas faire la pub de la golden, on va prendre la poire du comice. La poire du comice. Tu dis la poire du comice est super bonne. Tu veux faire plein de poiriers du comice. Comment tu fais? Ah, mais alors si tu prends des pépins, il y a un papa et une maman, un nouveau génome,
et les descendants ne ressemblent pas forcément à la poire du comice. C'est le principe de la sexualité. Donc c'est pas comme ça qu'on fait les poires du comice. On transplante en... Non, comment Ouais. Bouture. Parfois, on fait des greffes d'arbres. On fait des greffes. On fait des greffes. On prend un morceau du bon poirier qu'on fait pousser, on lui fait faire plein de tiges et on coupe ces petits bouts-là et on les fixe sur plein d'autres arbres. Et donc, c'est ça le principe de la greffe. C'est je prends un morceau d'un être qui m'intéresse en génétique et j'en fais des dizaines, des centaines, des milliers d'arbres. Donc, tous les poiriers du comice ont une génétique quasiment identique. C'est le même individu ou pas? J'en sais rien. Pas la réponse à cette question. Si tu as un arbre qui tombe, tu avais un joli arbre, hop, pas de bol, il se retrouve couché, mais il a encore quelques racines. Et alors, ça arrive surtout aux tropiques, ça peut arriver chez nous. Il se remet à pousser. Ici, ici, ici. Et chacun des morceaux vient s'enraciner. Les 3 tiges qui sont là, c'est 3 individus ou un seul individu? Ils ont le même génome. J'ai pas vraiment la réponse. C'était juste pour vous pointer une des choses que chez les animaux, la notion d'individu est un truc relativement défini. Dans le monde végétal, la notion d'individu est à minima une question, voire en partie insoluble. Ouais. Pour revenir sur les arbres, on disait tout à l'heure hier que le système racinaire il s'étendait au moins aussi loin que la taille de l'arbre. Sauf qu'on voit clairement dans les forêts, les arbres sont plus rapprochés que ça. Ah oui. Comment est-ce qu'ils interagissent? Il n'y a pas un mode de compétition? Si. C'est pour ça qu'il y a des arbres dominants, il y a des arbres dominés. Et comme je vous le disais, on va d'abord s'intéresser à ce que c'est qu'un arbre avant d'aller faire de l'écologie. L'écologie, c'est comment ils fonctionnent tous ensemble, et c'est ce qu'on fait sur le terrain jeudi. Mais évidemment qu'il y a des enjeux de peuplement. Après, au niveau du clone de l'Utah, c'est très particulier, parce qu'a priori, une bonne partie du système racinaire est mutualisée. Mais il y a évidemment des enjeux de concurrence racinaire, mais il n'y a pas que des enjeux de concurrence racinaire. On y reviendra quand on va parler de ce que c'est qu'un écosystème. On essaye déjà de se mettre un petit peu d'accord sur c'est quoi l'individu, et après, quand on va en mettre des milliers ensemble, on va voir qu'est-ce qui peut se passer en termes d'interaction. Bon, voilà. Là, c'est un petit schéma de ce qui se passe à l'intérieur d'un arbre. Ça va nous servir à répondre à une question simple, mais la réponse n'est pas simple. Un arbre, ça mange quoi? Je vais faire un petit schéma en même temps. Un arbre, ça mange quoi? Ok, du CO2 atmosphérique. Donc, bon, allez, hop, j'ai refait un schéma comme il ne fallait pas faire. Vous voyez que les vieilles habitudes sont présentes. Donc, si on met une feuille là-haut, il y a du CO2 qui rentre. Alors, quand tu dis ça, tu pars d'une supposition intéressante qui est manger, ça veut dire récupérer de quoi fabriquer des chaînes carbonées. Nous, quand on veut fabriquer des chaînes carbonées, on mange des chaînes carbonées. Pour nous, manger, ça veut dire ça. Mais manger, ça ne veut pas dire que récupérer du carbone. Il y a quoi d'autre comme enjeu dans le fait de se nourrir? Comment? Grandir. Grandir, de fait, on va grandir avec des chaînes carbonées. Mais ça nécessite quoi? L'énergie. Nous, on mange pour avoir de l'énergie. Et donc, c'est là qu'on a un problème dans ma question. Quand je dis un arbre, ça mange quoi? Tout de suite, on fait le parallèle entre une nutrition animale et une nutrition végétale. Et en fait, ça ne marche pas du tout comme nous. Pour nous, c'est le même geste pour attraper la matière qui nous constitue et pour attraper notre énergie. Pour l'arbre, c'est un peu différent. Le CO2 va fournir le carbone, les chaînes carbonées. Mais l'énergie, il y a quoi comme énergie dans le CO2? Que dalle, hein, c'est déjà oxydé, ça. À l'inverse, il va falloir fournir énormément d'énergie pour réduire le carbone. On est d'accord? Elle vient d'où l'énergie? L'énergie vient du sol, c'est nouveau, effectivement. Du soleil, j'ai pas ici j'ai du rouge. Donc, un arbre mange de la lumière. Sous forme de photons, l'énergie, elle vient de la lumière. Vous voyez que pour nous, énergie
et matière, c'est la même base. Ce n'est pas du tout le cas pour l'arbre. Sauf que là, on a mis du carbone, on a vu qu'il n'y avait pas que ça. Il a besoin de quoi d'autre, l'arbre? Parce que globalement, vous vous souvenez, le bilan de la photosynthèse, hein, on produit quoi avec la photosynthèse? Du sucre. Donc, pour faire un sucre, il manque quoi une fois que tu as du carbone? De l'hydrogène, un chouille d'oxygène, même si on va être en excès. Donc, l'hydrogène, il vient d'où? De l'eau, qui vient, elle, des racines. Donc là, on va dessiner un petit champignon ectomycorhizien. Et donc, c'est par là que rentre H2O. Et donc, c'est l'hydrogène qui est là, qui va arriver dans nos chaînes carbonées. Et après, il y a d'autres choses, parce qu'on a dit que la cellule végétale, elle a aussi des protéines, elle a aussi de l'ADN, donc il faut du phosphore, de l'azote, tout ça. Et ça vient aussi du sol via soit les microbes, soit les champignons. Et donc, par là et par là, on va dire NPK, même si vous vous souvenez que c'est une simplification. Combien d'éléments minéraux essentiels? 17. Donc en fait, juste pour résumer qu'est-ce que mange un arbre, ben, il mange autant par les feuilles, il mange du gaz, de la lumière, de l'eau, des sels en solution. Donc en fait, c'est un peu compliqué, cette question de qu'est-ce que mange un arbre. Et le truc, c'est que pour pouvoir ensuite fonctionner, il a besoin d'assembler tout ça. Donc il faut faire circuler tout le monde. D'où ben, la coupe de ce qui se passe ici. Parce que tout ce qui est en bas doit monter. Et une fois qu'on a fait du sucre, quelles sont les parties de l'arbre qui ont besoin de sucre? Toutes les parties de l'arbre ont besoin de sucre. La cellule végétale, comme toutes les cellules vivantes, fonctionne avec du sucre. Alors, je fais exception de fumeur noir des abysses. Voilà, pas d'autres. Mais voilà. Il faut emmener du sucre un peu partout, notamment aux racines. Comment tu arrives à faire un double flux dans un truc qui doit en plus être un poteau assez solide? Eh bien, tu fabriques un tronc. Je ne sais pas si vous voyez que le premier cercle là, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le bois de cœur. Mais il vient d'où? Il a été créé comment et quand? C'est l'arbre quand il était petit. À l'époque, notre gros tronc était une petite tige. Ça fait un premier cercle. Puis, chaque année, il a rajouté un cercle. Il a rajouté un cercle, il a rajouté un cercle, il a rajouté un cercle. Et quelle est la partie qui rajoute des cercles sur ce schéma? C'est l'interface entre l'écorce et le dernier cercle. C'est le cambium. C'est la seule partie du tronc où les cellules sont capables de se diviser. L'écorce, elle est plastique, parce qu'il y a un truc qui est à l'intérieur. Yes, indeed. Pourquoi il y a des grosses fissures dans l'écorce? Parce qu'elle a été créée à une époque où le diamètre était plus petit. Quand tu fais grossir un truc et que le périmètre est rigide, bah, si tu regardes une écorce, elle a toujours des crevasses plus ou moins comme ça. Bon, alors, tu m'excuses parce que on retrouve le fait que je ne suis pas très fort en dessin. Mais en fait, si tu regardes le périmètre de tous les petits bouts qui sont là, c'est le périmètre de quand l'arbre était nettement plus petit, au moment où on a fabriqué le dessous de l'écorce. On fabrique l'écorce par le dessous. Et donc, les arbres qui gardent leur écorce longtemps ont des énormes crevasses avec une grosse fente. Et les arbres lisses, comment ils font? Ils perdent leur écorce en permanence. Donc, le hêtre ne stocke pas son écorce. À l'inverse, des arbres comme le robinier Fosacacia ou le chêne vont avoir des fissures très profondes parce qu'effectivement, on est en train de faire grossir un solide par l'intérieur, ce qui est quand même quelque chose d'un peu particulier. Ça, c'était le début. J'ai dit que la seule partie où il y a des cellules qui se divident, c'est la partie en bleu, donc c'est ce qu'on appelle une assise cellulaire, c'est le cambium, c'est par là qu'un arbre grandit. Le cambium, il fabrique d'un côté l'écorce et de l'autre côté le bois vivant.
Le bois vivant, c'est aussi ce qu'on appelle l'aubier. Il est dessiné en clair, là. Et quand il était petit, le centre, là, a été du bois vivant. Et maintenant, il s'appelle du duramen. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu son eau. Oui, il a perdu son nom. Son eau. Son eau, oui, tout à fait. Il n'y a plus d'eau qui circule là-dedans. Et ça a été remplacé par quoi? Par de la lignine. Je vais vous montrer ensuite ce que c'est. On a évoqué déjà le fait que les arbres sont des végétaux ligneux. La lignine, c'est une molécule tout à fait particulière qui, quand elle vient remplir tout le bois, un, le condamne, il n'y a plus de vie possible, deux, le renforce. Parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il faut que ce machin-là soit solide. Je ne sais pas si c'était clair pour vous que le cœur des arbres est mort. Un arbre qui va bien est plein de bois mort au centre. C'est quoi la preuve la plus simple de ça? Oui. Si on lui enlève, il vit encore. Comment tu le sais? On peut essayer, Des arbres creux. Ah oui, vous avez jamais vu un arbre creux? Les arbres, ils peuvent tout à fait vivre avec le pourtour qui est là. La partie vivante de l'arbre, c'est la partie périphérique. L'arbre grossit sur le squelette mort de ses années passées. Simplement, qu'est-ce qui se passe si on enlève tout le bois de cœur? La solidité structurelle est plus du tout la même. Les arbres creux, soit c'est des arbres qu'on a coupés souvent et donc ils sont peu hauts, peu lourds et ils peuvent vivre, soit ils tombent assez vite parce qu'ils sont plus assez solides. Mais ils sont viables biologiquement, juste ils ne sont pas assez solides pour tenir les efforts. Quand tu mets un tel bras de levier avec du vent là-haut, si c'est creux, ça casse. Mais si on l'a coupé avant et qu'il est en train de refaire des petites branches ici, on a des arbres creux qui peuvent vivre creux pendant plusieurs siècles. Donc on sait très bien que cette partie-là n'est biologiquement pas essentielle, mais structurellement, elle est majeure. J'ai dit, donc ça c'est du bois vivant, ça c'est du bois mort, aubier, duramen, bois, bois de cœur. Il y a plein de vocabulaires différents selon qu'on est biologiste, forestier. Et à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle l'écorce. Et entre les deux, il y a la petite couche rouge qui est là. On va appeler le libère, ou je vais dire des bêtises, ou le... Oula, je suis pris donc le libère, c'est aussi le phloème. Oui, jusqu'à là on est d'accord. Il y a d'autres gens qui ont fait des cours de physiologie végétale. C'est un peu fatigant en termes de vocabulaire, parce que tu es tout le temps en train de jongler. Donc ça, c'est un xylème, et ça, c'est un phloème. Mais c'est aussi de l'aubier et du libère. Soit tu prends le vocabulaire des biologistes, soit tu prends le vocabulaire des forestiers. Je vous ai donné les mots. Maintenant, le plus intéressant, c'est de savoir à quoi ça sert. On a dit, c'est quoi l'évolution majeure qui a permis de passer des algues aux grands arbres? La structure, notamment les tuyaux. Tout ça, c'est des tuyaux. La grosse différence, c'est que ça, c'est des tuyaux solides, rigides. C'est pour ça que c'est du bois. Ça, c'est des tuyaux souples. Là, les cellules sont lignifiées. Là, les cellules ne sont pas lignifiées. Donc, quand elles ne sont pas lignifiées, on va pouvoir grandir. Donc là, vous voyez que c'est la part qui fait monter la sève. Sève brute, c'est la sève qui monte. C'est ce qui vient des racines. C'est quoi la sève brute? Si on décrit un peu ce qu'il y a dedans. C'est de l'eau avec un peu enrichie en minéraux. Voilà. C'est de l'eau un peu enrichie en minéraux. Elle va où la sève brute? Là pour faire la réaction, elle monte là-haut. dans les feuilles. Elle va dans les feuilles. Et après, elle va où? Ben non, c'est pas tout. Elle revient. Il y a un tout petit peu de l'eau qui va fournir des hydrogènes pour la photosynthèse. Il y a un tout petit peu de l'eau qui va redescendre avec du sucre qui va devenir la sève élaborée. Mais 99% de l'eau, elle va où? L'eau, elle part massivement dans l'atmosphère. L'arbre est une machine à évaporation. H2O, vapeur. Et c'est pour ça que si vous regardez n'importe quel arbre, il y a beaucoup plus de tuyaux ici que là. Parce que 99% de l'eau qui monte ne redescend pas. Un arbre, c'est une machine à mettre l'eau du sol dans l'air.
Or, ce qu'on avait dit hier, c'est qu'un arbre, c'était aussi une machine à faire rentrer la pluie dans le sol, avec la mortalité racinaire. Et donc, vous voyez qu'un arbre est de fait un échangeur. C'est lui qui permet à la pluie de descendre dans le sol, et c'est lui qui reprend l'eau du sol et la remet dans l'atmosphère. Et donc, de fait, l'arbre, surtout quand ils sont quelques millions, influence de manière majeure le climat par ses activités d'échange. Ça marche. Oui. Pourquoi l'arbre prend autant d'eau s'il n'en a pas besoin et qu'il la prend tout seul? Ben si, il en a foutument besoin. Il en a foutument besoin, parce que les minéraux ne sont pas très concentrés. Donc, il faut beaucoup d'eau pour monter un petit peu de minéraux. Et surtout, il faut emmener les minéraux là-haut. Comment on fait pour emmener les minéraux là-haut? On évapore de l'eau. L'énergie qui fait monter l'eau, tout à l'heure, on a parlé des forces. Les forces, on les a expliquées, c'est de l'interaction de Van der Waals. Et qui est possible grâce au côté métastable. L'énergie, c'est quoi l'énergie qui fait monter tout ça? C'est le soleil. Et on oublie très souvent que la photosynthèse est une toute petite partie de l'énergie solaire mobilisée par les arbres. L'énorme majorité de l'énergie solaire mobilisée par les arbres, elle sert à évaporer de l'eau, c'est-à-dire à faire monter de plusieurs dizaines de mètres l'ensemble des minéraux nécessaires. Et au passage, il ne vous aura pas échappé que évaporer des gros volumes d'eau, C'est coûteux énergétiquement. oui, et donc c'est quoi la conséquence thermodynamique directe? Ah, ça fait refroidi. Ben, ça refroidit. Hein. C'est pas pour rien qu'il fait plus frais dans une forêt qu'ailleurs. Un arbre, ça évapore combien? Ouais, par jour. Hmm, 10 litres. Ah ben alors, oui, un bébé arbre, oui. Et si on prend un beau, un grand, on va dire un arbre qui couvre une centaine de mètres carrés. 1 mètre cube d'eau. De 1000 litres. Non, on n'en est pas là quand même. Plusieurs centaines de litres. On va dire qu'une forêt évapore en moyenne 3 mm par jour. Et les jours de pic, on peut monter à 5 mm. Du coup, ça fait combien par hectare? C'était 5. Si on dit 3 mm par jour, chaque hectare, on est dans l'atmosphère 30 ml d'eau par jour. Ça va pour vous? Une forêt, on est dans l'atmosphère 30 ml d'eau par hectare et par jour. Donc, ce n'est pas un phénomène anecdotique. La quantité d'eau qui circule dans les arbres est absolument gigantesque. L'énergie qu'il faut pour déplacer cette quantité d'eau est tout à fait gigantesque. Et du coup, l'effet de fraîcheur existe aussi. Et tout ça, c'est permis grâce à cette structure de double circulation. Il y a les grands tuyaux qui sont rigides et qui permettent de faire monter de l'eau, et le tuyau souple qui permet de dispatcher les sucres de la sève élaborée un peu partout dans l'arbre. Et le cambium, c'est à quoi? Alors, je croyais l'avoir dit. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? C'est ce qui permet de diviser, de faire grossir l'oblier et l'écorce. Ah, C'est l'assise cellulaire, c'est le seul endroit du tronc où il y a des cellules qui se divisent. ok. Ces cellules-là, elles ne peuvent pas se diviser, elles sont lignifiées. Lignifiées, donc elles sont rigides. Et ces cellules-là ne se divisent pas non plus. Donc c'est lui qui fabrique d'un côté le phloème et de l'autre côté le xylème, ou d'un côté le libère et de l'autre côté l'aubier, comme vous voulez. Donc, le cambium, c'est la petite partie de cellules qui fabrique l'arbre. Au passage, si vous avez déjà greffé des arbres, le seul moyen qu'une greffe prenne, c'est quand on met l'aubier du greffon, le cambium du greffon en contact avec le cambium du porte-greffe. Si on met, parce que vous voyez, la greffe, c'est bien deux morceaux de bois qu'on met l'un dans l'autre. Ce bois-là ne pourra jamais se fixer à un autre bois. C'est-à-dire, il est mort, de toute façon. Attention, ce bois-là ne pourra jamais se fixer à un autre bois, il est lignifié, il n'a aucune capacité de modifier sa forme. Il n'y a que cette couche de cellules qui est capable de se joindre à l'autre cambium. Donc, l'enjeu d'une greffe, c'est de réussir à ce qu'une couche de cellules touche une autre couche de cellules. Ça se fait bien, mais il faut viser juste. C'est pas très épais, une couche de cellules. Ouais. Est-ce qu'au niveau des racines et des branches, c'est aussi le cambium qui sert à allonger? Non, c'est un autre méristème, c'est les bourgeons. Au bout, il y a des bourgeons. Donc, il y a deux endroits dans une plante, notamment dans un arbre, où les cellules se divisent. Voilà, c'est un tout petit peu simplificateur, mais c'est le cambium pour la croissance en diamètre
et tous les bourgeons pour la croissance en longueur. Et dans les racines, c'est des bourgeons aussi. Non, tu as le méristème apical, si je ne dis pas de bêtises, qui est l'équivalent d'un bourgeon, mais au bout des racines. Tu as aussi une couche de cellules qui permet l'allongement des racines. C'est pas tout à fait le même fonctionnement au niveau de la racine. Il y a quelqu'un qui nous résume ce qu'on s'est dit sur la physiologie d'un arbre, ici, parce que là, on l'a en vrai. Au centre, c'est du bois mort. Au centre, c'était du bois mort, qui normalement joue quel rôle? Stabilisateur. Structure. Pourquoi il est mort et pourquoi il joue un rôle de structure? Parce qu'il a été vivant, mais qu'il grandit plus. Il a été vivant. Quand il était vivant, il jouait quel rôle? Transporter la Ça, sève. c'était le jeune arbre. Hein, ici, il y avait un jeune arbre, puis un arbre plus loin. Voilà. Et tout ça, c'est des tuyaux pour transporter la sève. Pourquoi c'est mort? Parce qu'il était ionifié. C'est quoi le mot? Comment Ionifié. Voilà. On a rempli les tuyaux avec de la résine 3D. Tout ça, c'est bloqué. Donc, c'est hyper solide. Hein, les deux... attends. C'est les deux grands composants des parois cellulaires végétales. La cellulose. Cellulose, donc fibre longue, l'identique dans un composite des fibres de carbone, et la lignine. Donc quand tu as des très grandes fibres organisées en tubes, noyées dans de la lignine, tu as un truc super solide. Mais il n'y a plus rien qui peut circuler. Donc il n'y a aucune défense immunitaire possible. Si un champignon rentre dedans, Ah, mais il peut tout détruire. c'est très exactement ce qui s'est passé. Lui, c'est quoi la grosse différence? Donc ça, c'était le bois de cœur qui était mort et qui s'est fait bouffer. Ça, c'était quoi? L'aubier, c'est-à-dire Le bois vivant. le bois vivant. L'aubier est capable de se défendre parce qu'il est vivant. C'est aussi des tuyaux rigides, hein, l'aubier, on se souvient, c'est aussi des tuyaux lignifiés. Mais tu as une circulation de sève et tu as une circulation d'organites et tu as une capacité d'action-réaction d'un végétal vivant. Ici, la seule possibilité pour se défendre, c'est que le champignon ne rentre pas. C'est pour ça que la taille des arbres est un truc franchement débattu, parce que toutes les défenses, elles sont sur l'écorce, sur la partie vivante. Une fois que c'est rentré, capacité de défense. Est-ce que l'aubier est encore vivant là ou pas? Vous passez voilà, les filaments qui sont là, vous allez très bien voir justement la différence entre un rhizomorphe, les endroits où on voit le filament de manière individualisée, et l'endroit où ça se divise en if. Donc là, on a un super échantillon, un DIF, un mycélium qui se divise. Donc si jamais il y en a qui n'en trouvent pas, vous pourrez faire passer celui-là. Il faut que tu arrives à le visualiser sans l'abîmer. Donc fais gaffe de ne pas le casser. Je vous l'avais dit, on fait de la biologie d'ingénieur. Et donc je voulais pousser un petit peu cette histoire de biomimétisme. Ah oui, tiens d'ailleurs, est-ce que je vous lis le truc de Francis? Ouais, je vous le résume. Francis Allais aime bien dire que s'il va voir un des meilleurs... Vous voyez qui c'est, Francis Allais? Lui, il est dans la bibliographie. Hein. Ça vaut le coup de le lire, ça vaut le coup d'aller le voir. Il n'est pas jeune, mais il a la patate. C'est un des biologistes français spécialisés dans les forêts et qui a nettement plus de 80 ans, je ne sais pas exactement quel âge il a, est en train de lutter pour créer des zones de forêt primaire en Europe, c'est-à-dire pour installer des choses qui vont nécessiter des siècles pour fonctionner. C'est quelqu'un qui arrive à voir grand et qui arrive à avoir une vision du temps qui est tout à fait particulière. Et si vous vous souvenez, c'est lui qui avait créé le radeau décime avec d'autres personnes, mais voilà, c'est un de ceux qui a étudié la forêt tropicale depuis le haut. Parce que quand on est sur des arbres qui font effectivement une centaine de mètres de haut, bah, quand on est en bas, tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe en haut. Eux, ils ont posé un radeau au-dessus de la canopée de la forêt tropicale. Donc vraiment, Francis Allais, c'est un très 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 grand monsieur de la forêt. Et il aime bien dire que s'il va voir le meilleur bureau d'études du monde ou le meilleur architecte du monde et qui lui dit « J'aurais besoin que vous me fabriquiez une super structure qui fasse 60 à 100 mètres de haut, avec un diamètre au maximum de 2 à 4 mètres, qui puisse porter plusieurs hectares d'une surface extrêmement découpée à son sommet, tout en étant fondé dans un sol spongieux, mou,
qu'on ne doit pas détruire, et vous me construisez ça dans un matériau qui ne coûte pas trop cher, pas plus de 500 € du mètre cube, s'il vous plaît. Quelle est la réponse? Ah, et pas de haut-banc. Non, non, on ne veut pas de haut-banc, parce qu'on a besoin de place autour. Un arbre. Bah, mais si vous demandez ça à un bureau d'études, à n'importe quel bureau d'études de construction, Il ne peut pas le faire. personne ne sait faire. Le seul truc qui ressemble un peu, ça s'appelle une éolienne, sauf que dessous, on met un énorme bloc de béton. On ne sait pas faire tenir une éolienne dans du sol mou. Les arbres réalisent un prodige structurel de réussir à maintenir les surfaces de feuilles face à des vents qui sont considérables, avec un bras de levier qui est gigantesque, dans un sol non maîtrisé. On est très 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 loin d'être capable de faire ce que fait un arbre. On a des milliers d'exemples comme ça. Mais Francis Allais met celui-là en avant. Et c'est toujours intéressant de comparer nos performances. Bon, voilà, là vous avez un chantier matériaux composites. Je ne sais pas s'il y a des gens qui... Vous avez toujours des cours sur les structures, les matériaux, les contraintes, tout ça. Bon, on est assez fiers de ce qu'on arrive à faire, quoi, en termes de nouveaux matériaux, tout ça, les composites. C'est chouette. C'est quoi les grands succès en termes de matériaux légers, robustes, les grandes stratégies qu'on a développées? La fibre de carbone. Ouais, la fibre de carbone. Donc c'est quoi la base de ce truc-là? Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est tissé très fin et c'est ajouté Ouais. au-dessus d'un matériau autre. Donc il y a plein de fibres qui sont des fibres souples, qui sont orientées, et ensuite il n'y a pas que ça. Parce que le carbone, il n'y a pas que des fibres de carbone. Hein. Si vous prenez, voilà, c'est un bateau en fibre de carbone. Une sorte d'enduit qui rigidifie le tout. Une sorte d'enduit, ouais, ça s'appelle une résine, et le plus souvent maintenant ça va être une résine époxy, mais il y a plein d'autres. Donc voilà, le top du composite, c'est des longues fibres prises dans une résine 3D. C'est quoi les autres trucs qui marchent bien aussi? Souvent, on arrive à mettre 2 panneaux de carbone, avec entre les deux un nid d'abeille. Bon, bah, tout ça, c'est que des trucs dont on est très fiers. Ça, c'est un nid d'abeille en alu. Alors, bien sûr, le nid d'abeille, on l'a plutôt copié aux abeilles. Enfin, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'énorme enjeu de structure au sein de la ruche, même s'il y en a, parce que ça reste de la cire, hein, donc il faut quand même que la cire se soutienne. Mais si vous passez un arbre au microscope électronique, oh, c'est marrant, ça se ressemble à chou. Donc, on a dit que ça, c'était un optimum si tu veux faire un truc solide. Il suffisait de prendre une loupe, en fait. Juste avec une loupe, tu le vois, ou avec un microscope électronique, tu le vois encore mieux. Ça, c'est du bois de feuillu. Au passage, hein, vous voyez que quand on parle des tuyaux, voilà, ça, c'est du bois de conifère. C'est pas tout à fait les mêmes tuyaux. Et en fait, on sait faire des gros tuyaux, des petits tuyaux. Mais le bois, c'est des tuyaux. Sauf que les tuyaux, ça permet à la fois la circulation de la sève, et en termes structurels, c'est le truc le plus solide qu'on a, un ensemble de tuyaux fixés les uns aux autres. Donc on est très content de réussir à faire des trucs en carbone époxy, c'est hyper solide, c'est incroyablement performant. Voilà, bien. Donc on a des fibres orientées selon les contraintes, le tout bloqué dans une matrice 3D. En fait, on ne fait pas qu'avec du carbone, hein, on peut le faire avec du Kevlar, avec du verre. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des gens qui construisent des bateaux en jute. Bon, c'est de la fibre végétale. Bon, et c'est une espèce de blague. Hein. Ils construisent des bateaux en jute époxy. En fait, tu prends n'importe quelle fibre, tu le mets dans une résine 3D, bah, ça marche. Et donc c'est la base d'un composite, hein, c'est d'avoir plusieurs matériaux qui ont des caractéristiques extrêmement différentes. C'est les fibres qui vont prendre les contraintes de traction, mais qui n'ont pas de rigidité, et ensuite la résine qui vient solidifier tout ça en rendant solidaire l'ensemble de ces fibres, parce que sinon, bah, ça c'est juste du tissu, ça fait rien de solide. Bon, bah, ça, c'est pas un truc qu'on a inventé. C'est exactement comme ça qu'est fabriqué un arbre. C'est quoi les fibres sur lesquelles sont bâtis les arbres? Alors la lignine, c'est la slide d'après, c'est un polymère 3D. Donc ça, clairement, tu ne feras jamais des longues fibres de lignine. C'est l'autre composant, c'est l'équivalent d'une résine. La cellulose, c'est un biopolymère de glucose. C'est-à-dire que tu prends un glucose, tu le replies sur lui-même et tu l'enchaînes, et tu fais des très 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 longues chaînes. Et donc, tu fabriques des fibres de glucose. Et quand tu enchaînes les glucoses, tu fabriques des celluloses. Et toutes les parois végétales sont notamment composées de cellulose.
quand elles sont composées de cellulose, elles sont encore souples. C'est les cellules qu'on avait à l'extérieur. Quand on mettra de la lignine, elles deviendront rigides. Juste qu'on se comprenne, la cellulose, il y en a où? La cellulose chez les humains, tu m'aides, mais non, hein. Non. Les animaux, c'est vraiment une fibre végétale. Mais où est-ce qu'on pourrait trouver de la cellulose en cherchant un peu dans cette pièce? Dans le papier. Voilà. Ça, c'est de la cellulose. Ça, c'est de la cellulose. Le coton, c'est de la cellulose. Le papier, c'est de la cellulose. C'est Ah oui, le coton. le coton. C'est la laine. Non, ça, c'est du coton. La laine, c'est des protéines, mais le coton, c'est de la cellulose. Donc, c'est une fibre qui est extrêmement utilisée par les humains, et tout ça, ça vient bien des végétaux. Pour le coton, voilà, c'est un végétaux relativement bas, et le papier vient du bois, comme vous le savez, une fois qu'on a enlevé la lignine. Donc, ça, c'est un polymère de grande longueur, donc c'est ce qu'on appelle une fibre, c'est l'équivalent des fibres de carbone, mais en naturel. Et ça, c'est l'équivalent d'une résine époxy, c'est ce qu'on appelle un tannin ou un polyphénol, et en l'occurrence, ce tannin, qui est aussi un polyphénol, il s'appelle la lignine, et si vous trouvez qu'il est un peu compliqué, on est tous d'accord, autant que ce n'est qu'un tout petit bout. Voilà. Donc, vous vous souvenez, on a dit que ce n'était pas simple de démonter la lignine, c'est qui les organismes qui sont capables de casser la lignine? Les termites eutropiques, et chez nous, les champignons. C'est les champignons qui dégradent la lignine, parce que ce truc-là, chimiquement, c'est non trivial, quoi. Juste, moi, j'ai pas l'heure, je sais plus. Il est... De quelle heure? Ok, eh ben, on finit avec ça. Donc, si on fait le zoom, si on prend un tronc, vous vous souvenez que le bois, c'est des tuyaux, et le pourtour du tuyau, il est fabriqué comment? Il est fabriqué de très longues fibres de cellulose qui sont fixées toutes ensemble par de la lignine. Donc, autrement dit, le bois a inventé 380 millions d'années avant nous, quasiment, toutes les techniques dont on est aujourd'hui hyper fiers. Juste, il y a une petite différence, c'est que eux, ils font ça sans consommer d'énergie et avec aucun sous-produit toxique. Si vous demandez à n'importe quel laboratoire de composite de vous faire un truc de cette résistance-là, avec zéro produit toxique pour la fabrication, aucun déchet non recyclable après et pas de consommation d'énergie, on ne sait pas faire. Alors, je vous redonne le truc et je finis juste là-dessus. Ceci, il y a des gens qui appellent ça un noyer. Si on est un peu plus matérialiste, on pourrait dire que ça, c'est un panneau solaire qui se construit tout seul, qui coûte juste le prix d'une noix, ce qui est quand même moins cher. Il est 100% biodégradable, ce qui est assez rare sur le marché des panneaux solaires. Comme je disais, il ne coûte pas bien cher. Il faut être un peu patient, on est d'accord, mais ce n'est pas les mêmes investissements. Il intègre une unité de stockage de l'énergie, même deux. Une unité de stockage de l'énergie, sous quelle forme? Le tronc. Hein. Vous avez déjà mis une bûche dans un feu. Il y a une quantité d'énergie notable là-dedans. Il y a une autre quantité d'énergie qui est intéressante. C'est les noix. Hein. Avec 100 kg de cerneau de noix, c'est les calories pour qu'un humain fonctionne pendant un an. Donc, c'est pas rien, la quantité d'énergie qui est fournie là. Donc, il ne vous aura pas échappé qu'on ne sait pas stocker l'énergie électrique et que le panneau solaire est déjà un truc dont le bilan est discutable, mais si tu mets les batteries en face, ça commence à être vraiment compliqué parce qu'on a du mal à stocker des quantités importantes d'électricité, a fortiori pendant des périodes longues, mais on est capable de stocker pendant des décennies. Et ce stockage d'énergie ne se dégrade pas et il n'a aucune forme de dangerosité. Si vous avez déjà manipulé des réserves d'hydrogène, vous voyez que ce n'est pas du même ordre. Hein. L'hydrogène, ça fait boum. Quand les bûches, tu peux les balancer, et les noix, c'est pas très dangereux. Et au passage, il améliore le sol, l'air, l'eau, la biodiversité. Si on se donne ce cahier des charges-là, notre système énergétique est vraiment de l'ordre du sous-développé. Donc à un moment, il faut prendre quelques leçons d'humilité auprès de la nature. On fait joujou avec la technique, mais un jour, peut-être qu'on sera capable d'avoir un bilan global un peu intéressant. Je ne le vois pas comme un élément négatif, mais au contraire comme un immense défi pour la recherche. Il faut qu'on se mette ce cahier des charges et dire à quel moment on est capable de faire un truc qui marche.
Ça, c'est un truc qui marche. Aujourd'hui, les humains sont totalement incapables de remplir la moitié de ce cahier des charges. Sur ce, je vous souhaite bon appétit.